Bonjour à tous, nous avons une nouvelle édition du colloque du mardi de médecine sur le Covid-19 et nous commençons comme traditionnellement maintenant par le point de situation épidémiologique avec Frédéric Jacqueriot. Merci beaucoup Frédéric. Alors bonjour à tous. Nous sommes donc en pandémie avec toujours dans une phase exponentielle. Vous voyez qu'il a fallu 67 jours pour passer de 0 à 100 000 cas. Ensuite 11 jours, 4 jours, 2 jours et maintenant on rajoute quasiment 100 000 cas par jour. Toujours avec énormément de cas actifs, 83%. Donc pour la plupart des pays touchés, vraiment ils sont au début de cette pandémie. Ce qui concerne l'Europe, l'Italie est toujours l'épicentre. Vous voyez avec maintenant plus de 100 000 cas. Et quand on regarde le nombre de cas confirmés par 100 000 habitants, vraiment l'épicentre c'est le nord de l'Italie. Il y a aussi beaucoup de cas en Suisse, mais il faut toujours regarder ça avec en fait le nombre de cas qui a été dépisté. Je pense que ce qui représente mieux les épidémies, c'est en fait la mortalité. Je pense que la mortalité, au final, elle sera assez similaire. Donc de regarder un petit peu la mortalité est plus instructif en fait que de regarder le nombre de cas, parce que ça dépend vraiment de la stratégie de dépistage. En Suisse, vous voyez les cantons les plus touchés. De nouveau ici, en termes de mortalité, c'est au Tessin qu'elle est la plus haute. Donc probablement qu'ils n'ont pas vraiment tout le dénominateur du nombre de gens infectés. Et puis vous voyez sinon le canton de Vaud, Genève et Zurich, avec de nouveau cette mortalité qui nous paraît plus instructive à suivre, mais pour laquelle on est encore en retard, puisque la mortalité arrive toujours plusieurs semaines après l'infection. À Genève, on est à 2375 cas avec 46 décès, ça c'est la situation hier. Vous voyez à gauche donc le dépistage, le nombre de cas dépistés avec le pourcentage de cas positifs. Vous voyez qu'on a eu quand même une stratégie de dépistage assez en dents de scie. Ce qui est intéressant, c'est autour du 22 mars, où nos critères ont été des critères cliniques, vraiment pour se concentrer sur des gens avec des symptômes comme la toux et la fièvre et les facteurs de risque, et vous voyez une proportion qui est beaucoup plus élevée de cas positifs. Donc vraiment, c'est important quand on regarde les chiffres de bien comprendre la stratégie de dépistage de l'endroit où vous regardez les chiffres pour mieux comprendre la situation épidémiologique. En termes de proportion de cas hospitalisés, on est à maintenant 18%, donc ça a été plus ou moins constant, et ça se retrouve dans les autres pays en fait, qui ont regardé la proportion de gens hospitalisés autour des 20%. Ça, ce sont les chiffres par tranche d'âge qui nous sont fournis par la DGS. J'espère bientôt pouvoir vous montrer plus au sein de l'hôpital. Donc ici, vous voyez que clairement, en termes de gens infectés, ça touche toutes les tranches d'âge de manière assez homogène. Mais de nouveau, ça dépend de la stratégie de dépistage. En Corée, ils ont beaucoup plus dépisté de manière large aussi les gens polysymptomatiques et particulièrement les jeunes. Donc on voyait une plus grande proportion dans les 20 à 30 ans. Nous, on a quand même été, en fonction de cette stratégie justement, plus axé vers les gens avec des facteurs de risque ou les gens âgés. Vous voyez ensuite les gens hospitalisés, il y a un switch vers les tranches d'âge les plus élevées et en termes de mortalité, on retrouve de manière prédominante les tranches d'âge en dessus de 70 ans. Vous voyez la proportion à droite, c'est un peu similaire, mais sous une autre forme. Vous voyez de nouveau la répartition par âge des cas confirmés et en dessus la mortalité. En termes de cas hospitalisés ou HUG, ça c'est la situation à hier, à 433 cas, et ça c'est les cas confirmés et suspects, donc 52 suspects parmi ceux-là, et 45 décès, 221 retours à domicile. À gauche, vous voyez la répartition des cas hospitalisés entre à l'étage en bleu, les soins intermédiaires en orange, et puis les soins intensifs en gris. Et vous voyez un peu plus de détails sur les patients aux soins intensifs où la majorité sont intubés, mais aussi où il y a bien sûr des histoires heureuses avec des gens qui ont pu être extubés, que vous voyez en jaune et qu'on va voir de manière progressive ces prochaines semaines. Alors, est-ce qu'on a atteint un plateau? Ça, c'est vraiment la question. Donc, tous les gens qui font du modeling s'accordent pour dire que le taux de croissance
de manière assez constante depuis une semaine s'approche de 1. Donc ça veut dire que si on est à 1, on a autant de cas aujourd'hui qu'en fait on avait hier. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est-à-dire que progressivement on ne va pas atteindre un pic. Je pense que ce n'est pas de pic qu'on doit parler, mais de plateau. On va arriver à un moment donné où finalement il y aura toujours une croissance, mais elle sera linéaire puisque le nombre de cas du jour même sera similaire au jour précédent avant finalement arriver à une décroissance. Donc c'est cette zone de plateau qui est vraiment délicate parce que c'est probablement là que, évidemment, le gouvernement va commencer à réfléchir à lever les mesures de confinement que l'on sait tous ne peuvent pas durer ad aeternum. Donc durant cette phase-là, c'est là qu'il faudra qu'on soit fort et qu'on dure parce que probablement il y aura des soubresauts à partir du moment où ces mesures seront levées et puis que peut-être il y aura de nouveau des petits clusters. Donc c'est très important peut-être aussi de penser qu'il y a des choses qui vont nous aider durant cette phase-là, en l'occurrence d'avoir une meilleure idée de la prévalence dans la population avec toutes les études sérologiques, mais aussi d'avoir des très bonnes données sur les cas confirmés, où est-ce qu'il y a des clusters, où est-ce qu'ils sont situés dans le canton, d'avoir une idée du taux d'attaque dans les foyers où il y a un cas positif, et puis de pouvoir continuer avec une stratégie de dépistage des cas, de les identifier, les isoler très rapidement pour éviter qu'il y ait de nouveau une seconde vague qui soit à la limite trop importante. Donc on sait qu'il faut 10 à 15 cas pour vraiment réinitier le processus de l'épidémie. Le souci, bien sûr, c'est maintenant les États-Unis qui sont devenus l'épicentre. Je vous montre aussi à droite un tableau fait à la main par Christian Levis, mais qui est très illustratif, où on voit vraiment que la Suisse en rouge est en progression linéaire, donc ça reprend ce que je viens de vous dire sur le taux de croissance. Par contre, en jaune, les États-Unis sont vraiment dans une phase exponentielle. Vous voyez que la Suisse a croisé la ligne de l'Italie et des États-Unis, donc probablement on arrive vraiment justement à ce plateau. Je dirais encore que il ne faut pas penser que les pays où il n'y a pas de données, tout va bien. Je pense que dans une pandémie, pas de nouvelles, ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Donc il y a vraiment aussi énormément de soucis avec tous ces pays comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, où en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc énormément de craintes de ce côté-là, surtout dans un monde aussi globalisé, où on est tous concernés par ce qui se passe au-delà de nos frontières. Merci. Merci beaucoup Frédéric pour ce point et ces données nouvelles et intéressantes. On va passer maintenant à l'orientation des patients Covid qui présentent une aggravation respiratoire avec le professeur Arnaud Perrier, notre directeur médical, qui va aborder ça sous l'angle éthique, l'angle de la description des trajectoires, si je me souviens bien, et par ailleurs les recommandations qu'on a fait localement au niveau opérationnel à HUG pour que cela fonctionne au mieux. Merci beaucoup Arnaud. Merci Jean-Luc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous le savez, l'Académie suisse des sciences médicales a édicté des recommandations il y a de cela environ une semaine, 10 jours, au sujet des critères d'admission des patients aux soins intensifs lors de l'épidémie Covid. Donc voici ce dont je vais vous parler ce matin. Ce document, dont le titre est ici, qui est « Pandémie Covid-19 », triage des traitements de soins intensifs en cas de pénurie de ressources, se réfère, et je pense que c'est important de le dire, à ce document plus ancien qui date de 2013, qui est beaucoup plus complet et qui donne une argumentation éthique beaucoup plus fournie et auquel je vous réfère, de même qu'à cet article qui vient de paraître dans le New England Journal of Medicine, sous la plume de Ezekiel Emmanuel, un éthicien nord-américain bien connu et qui donne tout le fond argumentaire que je n'aurai pas le temps d'aborder ce matin. En préliminaire, je crois qu'il est très important de rappeler quelques principes. La médecine a des limites, elle ne peut pas tout, ça paraît être une lapalissade, mais pourtant on a parfois tendance à l'oublier. Les ressources sont limitées, oui, mais elles l'ont toujours été. Et la tension entre ce qui est dû aux patients individuels et ce qui est dû à la communauté de tous les patients est toujours un enjeu et l'a toujours été. Alors, les directives commencent par leur champ d'application. Et ce qu'on nous dit, c'est que dans une première phase, avant d'arriver à l'application de critères plus stricts, il faut essayer de remédier à la situation par la limitation des interventions électives, le transfert de patients vers les unités de soins intermédiaires,
l'extension des places de traitement avec des possibilités de ventilation, c'est-à-dire les soins intensifs, et le renoncement aux options de traitement qui requièrent des effectifs importants. Qu'en est-il dans notre hôpital? Bien, ceci est fait. Ceci sera discuté dans cette présentation. L'extension des lits de soins intensifs est énorme puisque nous avons passé d'une capacité habituelle de 30 patients, dont en temps usuel, seuls environ un tiers sont ventilés et intubés, à 110 places qui ne sont pas encore toutes occupées, avec aujourd'hui environ 70 patients en soins intensifs, dont 62 patients Covid positifs, la majorité étant intubés et ventilés. Donc on arrive à cette conclusion qu'en cas de pénurie de ressources, des décisions de rationnement sont incontournables. Les directives de l'Académie, et ça c'est très important de le comprendre, s'appliquent dans les périodes de pénurie de ressources, et je reviendrai sur ce point, mais elles s'appliquent à toutes les catégories de patients. On ne parle pas ici que des patients qui ont une infection Covid. Il s'agit de préserver et d'utiliser les mêmes critères pour tous les patients, quelle que soit la pathologie qui les amène à l'hôpital, et, comme vous le verrez dans le dia suivant, d'essayer d'optimiser les bénéfices pour l'ensemble des patients. Les principes de base éthique, ils ne changent pas en période d'épidémie. Ce sont toujours les 4 principes qui sont les piliers de l'éthique biomédicale: la bienfaisance, tout faire pour privilégier la vie des patients de bonne qualité; la non-malfaisance, limiter le fardeau de souffrance que peuvent représenter des traitements, notamment des traitements de soins intensifs; le respect de l'autonomie, le respect de la volonté des personnes; et bien sûr, ce que nous appliquons moins strictement en période normale, mais que nous appliquons déjà, l'équité, la justice distributive. Inutile d'insister sur l'importance encore plus cruciale que d'habitude de clarifier le plus tôt possible la volonté du patient concernant les traitements d'urgence et les soins intensifs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme règle spécifique en période d'épidémie? Le premier, c'est l'équité. Il faut tout faire pour éviter la discrimination sur quelques critères que ce soit: l'âge, le sexe, le lieu de résidence, le statut social, et il y en a bien d'autres que vous connaissez. La procédure d'allocation de ressources doit être équitable, elle doit être factuellement justifiée, ça doit reposer sur des vraies données pronostiques des patients et pas sur des jugements hâtifs, et transparente, j'y reviendrai. Le but de cela, c'est de sauver autant de vies que possible, et puis les directives de l'Académie rappellent que nous avons un devoir, que nous prenons très au sérieux, de protection des professionnels impliqués. L'Académie reconnaît 2 phases. La première phase, c'est l'admission des patients en soins intensifs. Qui est-ce qu'on admet? Qui n'est pas éligible pour ces soins? Encore une fois, parce que le pronostic estimé est trop mauvais pour que ces soins soient considérés comme raisonnables. Et puis, on nous rappelle qu'une fois que le patient est aux soins intensifs, il faut évidemment, comme on le fait déjà en temps normal, réévaluer très régulièrement chaque patient concernant son plan de traitement et son pronostic, afin de prendre les décisions de retrait thérapeutique seulement lorsqu'elles sont justifiées. Et puis l'Académie nous dit qu'il y a 2 niveaux pour appliquer ces critères plus stricts. Le premier niveau, c'est lorsque les lits de soins intensifs sont disponibles mais que les capacités sont limitées. C'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Et puis le niveau B, c'est quand les lits de soins intensifs sont indisponibles. Le facteur décisif pour ce tri à l'admission, c'est le pronostic à court terme des patients. Alors voici les critères de niveau A, je ne vais pas les détailler de manière trop complète, je n'en ai pas le temps. Je voulais juste insister sur celui-ci qui a déjà fait l'objet d'une révision. Dans la première version des directives de l'Académie, il était mentionné maladie oncologique métastatique. Tout le monde a trouvé que c'était un critère qui était inapproprié vu l'évolution maintenant des patients avec un cancer. Et il s'agit donc de patients oncologiques avec une espérance de vie inférieure à 12 mois. Et puis, vous avez ici des critères de maladie chronique dont j'aimerais simplement insister sur le fait que ce sont des critères sévères, ce sont des patients qui ont des comorbidités graves et on sait tous qu'ils ne survivent généralement pas, ou alors pas bien, pas avec une bonne qualité de vie aux soins intensifs. L'objectif, j'insiste là-dessus, c'est d'identifier les patients qui n'ont que très peu de chances de bénéficier des soins intensifs. Les critères de niveau B sont évidemment plus stricts. Vous voyez que pour ce qui est des critères de maladies chroniques, on a des maladies un peu moins sévères, mais enfin tout de même, insuffisance cardiaque de stade NYHA 3 ou 4, BPCO sévère, cirrhose avec acide réfractaire. Nous connaissons bien ces patients et nous savons que ce sont des patients gravement malades qui, généralement, ne se portent pas très bien dans ce type d'environnement. Ces critères ne doivent être évidemment appliqués qu'en situation de tension sévère sur nos ressources.
Alors, quelles sont les trajectoires des patients, puisqu'on a parlé de la manière dont nous essayons d'opérationnaliser ces critères au HUG. Au début, nous pensions que c'était ça. Les patients arrivent par les urgences, ils montent dans une unité Covid, que ce soit aux Trois Chênes ou au HUG. Et puis, pour ceux qui sont éligibles, ils descendent aux soins intensifs et ils passent par les soins intermédiaires avant de revenir à l'étage dans une stratégie dite de step-down avant de sortir ou d'aller en réadaptation. En fait, c'est plus compliqué que ça. D'abord, Dieu merci, il y a beaucoup de patients, il y en a déjà plus de 200 qui quittent l'hôpital directement depuis les unités Covid. Et puis, il y a un travail remarquable qui est fait par l'hôpital des Trois Chênes, et je salue ici nos collègues gériatres, puisqu'il y a des patients qui sont adressés dans cet hôpital directement depuis les urgences ou depuis les urgences Trois Chênes. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 patients Covid hospitalisés sur ce site. Ce qui est nouveau, c'est ceci. C'est qu'on reconnaît maintenant que certains patients peuvent en fait bénéficier d'une démarche dite de step-up, avec des soins intermédiaires avant, soit directement le retour à l'étage, c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'intubation pour aller mieux, mais ils ont besoin de soins, notamment CPAP, Optiflow, oxygène à haut débit qu'on ne peut pas délivrer à l'étage. Et puis certains de ces patients auront quand même besoin de soins intensifs. L'objectif de cette stratégie de step-up, c'est d'éviter les intubations inutiles, pour la protection des patients et pour la bonne utilisation de nos ressources. Alors voici la directive HUG. Premier point sur lequel je voulais insister, c'est que les mêmes critères d'admission s'appliquent évidemment pour les soins intermédiaires que pour les soins intensifs, puisque les patients qu'on admet aux soins intermédiaires sont susceptibles d'être transférés aux soins intensifs. Et puis, je le répète, aujourd'hui, les critères de tri, les critères d'admission sont des critères de niveau A selon le document de l'Académie. Voici ce que cela donne en chiffres, et il s'agit ici des critères physiologiques. Vous avez vu que les autres critères de non-admissibilité étaient des critères liés aux patients et à ses comorbidités. Il s'agit de patients qui ont une FiO2 supérieure à 50%. Il faut standardiser ça. On a tendance à noter du côté des soins le débit d'oxygène en débit-litres par lunette. On a cette petite table de correspondance qui nous permet de faire la conversion. FiO2 supérieur à 50% et saturation inférieure à 90%, sans signe d'insuffisance respiratoire sévère, soins intermédiaires. Si par contre vous avez la même constellation mais avec des signes d'insuffisance respiratoire ou, ce qui est beaucoup plus rare, le besoin d'amine à dose vasopressive, le patient descend directement aux soins intensifs. Et bien entendu, pour les patients qui sont passés de l'étage aux soins intermédiaires, le passage aux soins intensifs, c'est l'échec de l'intensification du traitement aux soins intermédiaires et c'est donc le besoin d'une FiO2 très élevée par Optiflow avec du CPAP et une saturation qui reste inférieure à 90%, le tout avec des signes d'insuffisance respiratoire. Alors nos collègues intensivistes nous aident beaucoup dans le tri de ces patients. Quand nous avons un doute, non seulement nous pouvons, mais nous devons les appeler puisque le seul critère qui n'est pas complètement objectif et qui nécessite une certaine expérience pour l'évaluation, ce sont ces signes d'insuffisance respiratoire. Ces critères n'ont pas toujours été, ce changement de politique n'a pas été bien compris au départ parce qu'il a été introduit de manière insuffisamment concertée et j'aimerais insister sur le fait que plus que jamais la solidarité est nécessaire. Un hôpital, c'est une chaîne de soins qui commence au préhospitalier, qui va jusqu'à la réadaptation. La juste application de ces critères protège toute la chaîne et tous les patients. Je termine avec cette question, sommes-nous déjà en situation de pénurie? Je crois qu'il faut dire oui, même si les lits sont encore disponibles, nous sommes donc au niveau A. 110 lits de soins intensifs au HUG, c'est un défi logistique et humain absolument majeur. Ceci, c'est la courbe de l'augmentation de consommation de nos lits de soins intensifs depuis le début de la crise, et même si elle donne l'impression, Dieu merci, de s'aplatir, nous ne sommes de loin pas à la fin de nos efforts. Les conséquences sur les soignants, c'est un poids émotionnel important. De faire ce tri plus strict, ça met la valeur éthique que les soignants reconnaissent bien de la bienfaisance un peu à mal. J'ai fait cette analyse dimanche soir. Nous avions eu 38 décès, dont 16 au SMIG, 9 aux Trois Chênes, 5 aux soins intensifs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis à la disposition de tous les soignants de cet hôpital un soutien psychologique dans les unités de soins, la possibilité de consulter le service de psychiatrie de liaison pour ceux qui le souhaitent, et puis aussi, bien entendu, des compétences de soins palliatifs. Pour la population, il y a clairement une inquiétude de ne pas bénéficier du traitement normal par la médecine pendant cette crise. Il y a une crainte par rapport à l'équité, c'est la raison pour laquelle nous devons être capables de rendre des comptes. Pour nous accompagner dans cette période qui est une période délicate,
nous avons créé un groupe d'accompagnement éthique, dont vous voyez la composition ici, dont le mandat est de s'assurer de la bonne application des critères de triage pour l'admission aux soins, d'adapter ces critères en fonction de l'évolution de l'épidémie. Vous voyez qu'en cas d'adaptation des critères, nous devons les communiquer à l'Académie suisse des sciences médicales. Ce ne sont pas des critères HUG, ce sont des critères suisses. Et puis, bien entendu, répondre aux questions des collaboratrices, des collaborateurs à ce sujet. Donc oui, nous sommes en situation de pénurie selon la définition de l'Académie, mais ce n'est pas une nouvelle éthique médicale que nous pratiquons, c'est la reconnaissance que les critères de choix habituels s'opèrent de manière plus stricte que dans une situation non de crise. Ce sont aujourd'hui les critères de tri de niveau A qui s'appliquent. Pour les patients admissibles, les critères d'admission sont les mêmes pour les soins intermédiaires et les soins intensifs. Et merci vraiment de documenter les décisions pour pouvoir rendre ces comptes de manière transparente. Merci beaucoup. On va sans transition passer la parole à la professeure Antoinette Pécher pour un point sur les traitements antihypertenseurs et la maladie Covid-19. Que faut-il faire? Merci beaucoup, Antoinette. Bonjour. En effet, il nous a semblé utile de faire un point parce que le fait que l'OFSP attribue à l'hypertension un facteur de risque important et aussi vu le nombre de patients qui prennent des bloqueurs du SRA, il y a eu des fake news qui ont semé un vent de panique et on a dû faire face et on fait face à un nombre hallucinant de demandes de téléphone qui émanent des patients ou des soignants. Donc il y a d'abord l'hypertension per se qui n'augmente pas le risque de contracter le Covid-19 comparé à des sujets normotendus. Là, il y a une certaine confusion. En fait, l'hypertension artérielle est associée à une augmentation de la mortalité franche chez les patients Covid+, qui sont hospitalisés aux soins intensifs. On a quelques données de la littérature. Il est rare de préparer un sujet où tous les articles sont du mois même ou du mois d'avant. Ça pourrait être un gage de connaissances sûres. En fait, on voit que les études sont souvent écrites rapidement, pas toujours complètes, et finalement, elles sont assez parcellaires. Mais là, on a une cohorte de 200 patients Covid+ hospitalisés, et l'hypertension artérielle était associée au double du risque d'avoir un ARDS ou également une augmentation presque du double pour les décès. Donc l'hypertension artérielle en cas d'ARDS chez les patients Covid+, grève vraiment le pronostic et est retrouvée beaucoup plus fréquemment. En fait, les études comparent toujours les patients Covid+ sévères aux soins versus les patients Covid+ qui ne sont pas hospitalisés aux soins intensifs. On a une autre étude aussi parue dans Lancet qui montre en univarié que l'hypertension artérielle est associée à 3,5 fois au risque de décès intra-hospitalier. Quelques méta-analyses commencent à être produites et donc l'hypertension est associée, comme on l'a dit, à un moins bon pronostic en cas d'atteinte sévère. On a une méta-analyse qui montre que l'hypertension artérielle est le facteur de risque métabolique le plus prévalent chez les Covid positifs. Elle est retrouvée dans environ 17% des Covid positifs, ce qui est en fait légèrement inférieur à ce qu'on peut penser retrouver dans la population générale. Et la proportion des hypertendus chez les patients aux soins intensifs versus non soins intensifs dans cette méta-analyse représentait le double. Donc il faut faire attention lorsqu'on lit ces études, il n'y a souvent pas d'ajustement pour l'âge, pas d'ajustement pour des facteurs confondants. L'hypertension est que des oui-non, donc on ne sait pas si elle était préexistante, quand est-ce qu'elle a commencé. On ne connaît pas le détail des traitements antihypertenseurs qui sont prodigués et on ne connaît pas non plus les valeurs de pression artérielle pendant l'hospitalisation, pendant l'événement aigu. Alors il est possible, par exemple, on sait que le virus a une cytotoxicité particulière pour le rein. On trouve des inclusions virales dans les tubules proximaux avec, on voit sur la coloration classique, une inflammation importante, lymphocytaire, une nécrose tubulaire aiguë. Et on pourrait imaginer, quand on voit ces biopsies post-mortem, que l'atteinte rénale per se peut aussi promouvoir l'hypertension artérielle comme toute atteinte rénale. Alors, l'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules hôtes dépend de ACE2. Et ACE2 est donc le récepteur pour l'entrée. Et il y a eu cette hypothèse que l'augmentation de ACE2 faciliterait l'infection par Covid-19. C'est une enzyme qui est exprimée fortement dans le cœur et les reins, un petit peu moins dans le poumon. Peut-être qu'à l'avenir, en bloquant cette enzyme, on aurait un espoir
de thérapie, c'est de la musique d'avenir. Il faut repréciser un peu ce qui est ACE2, il y a une certaine confusion, donc il faut se remettre dans le système rénine-angiotensine, la fameuse cascade, où on connaît bien l'enzyme de conversion ACE sans numéro, qui convertit l'angiotensine 1 en angiotensine 2 et qui est inhibée par les IECA. Là, on parle d'une autre enzyme, l'ACE2, qui convertit l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7, et ce peptide-là, il est plutôt protecteur, vasodilatateur, cardioprotecteur, antiprolifératif, et ACE2 est également capable de convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9. C'est un peu le système qui contrebalance les effets délétères du peptide angiotensine 2. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette ACE2, on le voit ici, elle lie le virus SARS-CoV-2, elle va permettre de l'internaliser dans la cellule via une protéase sérine. Et cette protéase sérine, ensuite, une fois qu'elle est à l'intérieur, on a le rôle de ADAM17, qui est une métalloprotéase et qui peut rendre ACE2 soluble et la rendre incapable d'internaliser le SARS-CoV-2. Donc c'est assez complexe, il y a à chaque fois des effets pro, des effets négatifs, et ce qui fait que la littérature par rapport aux IECA et aux ARTAN, elle est assez confuse. Donc quels sont les effets des bloqueurs du système rénine? Parce qu'on a eu vraiment des gens qui ont arrêté les traitements, les IECA, les ARTAN, en raison de ces nouvelles qui ont été relayées dans les réseaux sociaux. Les patients ont stoppé leur traitement, parfois les médecins ont stoppé les bloqueurs du SRA. Et quel est en fait le fondement de cette idée? ACE est présente sur le récepteur COVID-19 et la notion a émergé que les traitements inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARTAN pouvaient augmenter le risque d'ARDS sévère. Ça a vraiment été amplifié dans les médias sociaux. Alors on a des données qui sont pour et des données qui sont contre. C'est toujours des données expérimentales ou animales et il semble que les bloqueurs du SRA pourraient upréguler cette enzyme. C'est une évidence faible avec des résultats variables chez l'animal avec de hautes doses de médicaments qui dépendent de la molécule et encore de l'organe. Il n'y a pas de données qui sous-tendent que les bloqueurs du SRA faciliteraient l'entrée du coronavirus en augmentant ACE2. Et puis aussi une confusion lorsque l'on considère ces articles. Souvent, les gens confondent ACE et ACE2 qui sont des enzymes différentes, comme on l'a vu, avec des sites d'action qui sont différents. Et puis il y a aussi, on peut taper dans PubMed et on aura l'un sous l'autre un effet qui dira que les bloqueurs du SRA tuent, puis juste en dessous que c'est peut-être le traitement du coronavirus. Donc c'est un petit peu l'ambiance, et c'est toujours des données animales. Donc on a des modèles de souris qui montrent que ACE2 et cette angiotensine 1,7 seraient protecteurs dans des modèles de lésions pulmonaires virales. Il y a même des éléments précliniques qui montrent que les bloqueurs du SRA pourraient diminuer la sévérité de l'atteinte pulmonaire au Covid-19. Et suite à la pandémie de 2003 avec le SARS-CoV, toujours un modèle animal, on a pu reproduire donc l'atteinte pulmonaire et cette atteinte a été améliorée par un traitement de Zartan. Alors on s'est même demandé si le ACE2 recombinant pourrait atténuer les lésions pulmonaires virales. Donc vous voyez, c'est beaucoup de spéculations, pas vraiment d'évidence, pas de données solides, ni chez l'animal, ni chez l'homme, qui soutiennent l'assertion que les IECA et les ARTAN facilitent l'entrée du coronavirus via l'expression de cette enzyme ACE2. Actuellement, les recommandations des sociétés savantes, vous voyez tout ce qui est souligné en rouge, devraient continuer le traitement avec le traitement antihypertenseur usuel, mais c'est vrai aussi pour les autres indications des ARTAN, que ce soit les sociétés européennes, américaines, cardiologiques, hypertension, tout converge pour continuer le traitement avec les bloqueurs du SRA chez les patients qui en ont besoin. Donc chez les patients stables Covid-19 positifs ou qui sont à risque de contracter une infection, à l'heure actuelle, les bloqueurs du SRA doivent être prescrits selon les recommandations européennes que l'on connaît. Les données actuelles disponibles sur les infections à Covid-19 ne soutiennent pas une utilisation différentielle IECA versus Zartan chez les patients Covid-19 positifs. Et en cas d'atteinte sévère aux soins, évidemment, en cas d'hypotension, de choc, les bloqueurs du SRA peuvent être utilisés ou arrêtés au cas par cas en tenant compte des recommandations actuelles. On a donc besoin de nouvelles données, de recherche
sur l'impact des bloqueurs du SRA, mais peut-être aussi d'autres traitements, sur l'évolution clinique des infections à Covid-19. Donc cette position reflète les évidences d'aujourd'hui et peut évidemment nécessiter une mise à jour en fonction de nouvelles preuves. Je vous remercie. On va passer la parole maintenant à nos collègues du SMPR. Je crois que c'est le professeur Idriss Guessous qui va commencer pour nous parler de Covicare. Pour comprendre la présentation qui va suivre, il faut se rappeler 2 dates. Probablement le 23 février où au HUG il est ouvert une zone de décharge physique intramuros pour anticiper la prise en charge des premiers patients avec des symptômes Covid-19. Fin février, ce sont 1, 2, puis 5, puis 10 personnes qui se présentent à cette zone de décharge jusqu'à ce qu'au milieu du mois de mars, 400 personnes se présentent dans une journée dans cette zone de décharge. À ce moment-là, une tente est installée au HUG et un réseau, au sein du réseau des urgences genevois, se matérialise pour offrir des tests à la population, à des patients et une prise en charge. Covicare, c'est ce début, c'est une coordination au sein de la DGS, du service du médecin cantonal, avec l'AMG et des structures DHUG. Covicare, c'est prendre en charge des patients qu'on comptait comme une dizaine au début de l'épidémie, et c'est prendre les patients, quelle que soit la disponibilité des tests. Donc, vous le verrez, nous nous sommes même préparés et nous avons pu suivre parmi ces différents partenaires des patients, bien sûr, cas positifs, Covid positifs, c'est le travail au sein du service du médecin cantonal, mais également les patients suspects de Covid-19. Quand les politiques changent en fonction du testing, nous devons assurer un suivi de ces patients. C'est toute l'équipe dans ce réseau qui l'assure. Et puis vous verrez maintenant que nous nous sommes préparés à aider l'hôpital stationnaire en sortant de façon sûre des patients selon des critères, c'est le Covicare post-hospitalisation. Ceci est impossible sans une coordination avec le service du médecin cantonal et sans l'appui, l'aide de nos collègues de la ville. Et j'ai le bonheur d'avoir Michel Mater aujourd'hui qui va dire quelques mots comme président de l'Association des médecins du canton de Genève. Les médecins du canton de Genève, l'AMG, sont des piliers nécessaires au système Covicare. Merci Michel. Merci bien, vous l'aurez compris, le but c'est d'être ensemble, c'est d'être solidaire, c'est d'avoir un but unique et c'est surtout d'avoir un suivi. Il y a un avant, il y a l'hospitalisation et puis ensuite il y a une sortie et c'est là où les médecins de ville doivent prendre le relais, si j'ose dire. Donc en tout cas, j'engage chaque médecin de ville, médecin de premier recours à s'inscrire auprès de l'AMG. Le site, en tout cas le lien sera montré. Il est simple, info@amge.ch et c'est vraiment de pouvoir aider bien évidemment les patients qui sont suivis par ce médecin, mais aussi des gens qui sont sans médecin traitant ou bien dont le médecin traitant a réduit fortement son activité ou a arrêté son activité durant la période actuelle. Et puis ce qui importe surtout, c'est de travailler ensemble, à la fois avec le SMPR, à la fois avec les gens qui travaillent dans les différents centres médicaux pour pouvoir prendre ensemble ces gens. Et puis, il y a une question de proximité. Cette proximité est importante. Le quartier redevient un endroit de vie et puis aussi un endroit où on doit suivre les gens. Le but, c'est effectivement de bien suivre ces gens. Encore une fois, un grand merci à Idriss, à son équipe. Et puis, j'engage tous les médecins de ville, médecins de premier recours, à rejoindre cette plateforme pour pouvoir suivre les patients. Merci. Voilà, bonjour, donc je suis Maïssa Mnémé, chef de clinique du SMPR. Merci professeur Guessous, merci docteur Mater. Je vais vous présenter Covicare dans sa pratique. Donc Covicare, c'est un processus organisé et structuré de suivi et de prise en charge ambulatoire des patients qui donc ont une suspicion, un diagnostic de Covid ou même post-hospitalisation pour une maladie Covid-19. Nos objectifs sont d'améliorer la prise en charge de ces patients, améliorer le suivi des contacts rapprochés, répondre aux besoins psychologiques et sociaux des patients Covid-19, mais aussi de leurs proches,
et protéger le système stationnaire. Pour la petite histoire, comme l'a bien indiqué professeur Guessous, Covicare est né un mercredi matin. On se retrouve au secteur E, sans réactif, et donc avec une pénurie de tests. On a des patients qui se présentent symptomatiques, et donc qui sont suspects non testés, c'est-à-dire qu'ils sont Covid positifs jusqu'à preuve du contraire. Quoi en faire de ces patients? C'est là où le SMPR imagine un call center ou le Covicare qui va prendre en charge ces patients comme si c'est des patients Covid positifs jusqu'à ce qu'on puisse les tester et mieux orienter leur prise en charge. Donc ce qu'on fait, c'est pour la population générale et pour les collaborateurs, on imagine un système de suivi aux 2 jours, jusqu'à 10 jours minimum, 48 heures sans symptômes, et selon aussi bien sûr les facteurs de risque ou critères de fragilité. Donc là, c'était un peu la naissance de Covicare pour les cas suspects. En même temps, on a une volonté de la DGS, de l'AMG et de tous les centres du RUG, donc le réseau des urgences genevois, pour mieux coordonner et former un réseau de prise en charge des patients positifs au Covid-19. D'où est né Covicare, mais aussi d'autres projets comme le Covicall, qui est donc la hotline médico-sanitaire qui répond aux besoins des patients et des médecins traitants, les équipes mobiles de Genève Médecins et IMAD qui se déplacent à domicile, et aussi une collaboration avec MSF pour les populations vulnérables, donc les patients les personnes sans abri ou requérants d'asile. Donc pour expliquer, un patient, il est chez lui, il peut appeler la ligne verte pour des informations générales, mais aussi pour des informations médicales, et il peut être réorienté, il peut rester chez lui, parce qu'il n'y a pas besoin d'être évalué, par exemple. Il peut avoir une consultation à domicile, ça c'est les équipes mobiles qui se mobilisent, ou le médecin traitant, bien sûr. Il peut avoir une évaluation par le 144 avec ou sans hospitalisation, ou il peut se présenter à un des centres du RUG, donc les HUG, la Colline, les Grangettes, le GMO, le CPO, Cité Génération, et aussi la Tour et la clinique de Carouge. Le patient testé, si son frottis est positif, le résultat est par la suite automatiquement envoyé via une plateforme sécurisée d'accès aux infos et de partage des données qui est REDCap, donc qui est hébergée au HUG. Par la suite, le test, donc le résultat du test est annoncé par SMS au patient et 24 heures plus tard, le patient reçoit un appel de l'équipe médico-infirmière de la DGS. Durant cet appel, on vérifie si le patient peut être suivi par son médecin traitant et donc la priorité, c'est que le patient soit suivi par son médecin traitant. En cas d'indisponibilité du médecin traitant, on évalue le patient et on passe le relais à une autre solution de suivi qui est le réseau Covicare. Le réseau Covicare, donc c'est les HUG, l'AMG et les centres du RUC. Je vous explique un peu comment se fait ce relais. Donc on a le labo qui est réceptionné par la Direction générale de la santé dans la cellule Covid-Check. Covid-Check va donc checker si le médecin traitant est disponible. Oui, très bien, on passe le relais. Non, c'est une prise en charge par Covicare. Covicare, donc c'est le SDMPR des HUG. C'est un pool de médecins volontaires de l'AMG et comme l'a bien souligné le Dr Mater, si vous souhaitez aussi faire partie de ce pool, il faut envoyer vos infos à ces 2 adresses mail. La plus facile, je pense, sera info@amge.ch. Et donc, dans le réseau, il y a aussi les autres sites d'évaluation et de prélèvement. La prise en charge se fait par téléphone ou par téléconsultation chaque 2 jours, jusqu'à 10 jours minimum, et 48 heures sans symptômes. Donc c'est vraiment la durée d'auto-isolement. Durant cette prise en charge, on peut avoir des appels téléphoniques, on peut aussi faire des appels par téléconsultation, et on peut réorienter selon les red flags cliniques qu'on a vers donc, le 144 s'il y a besoin, vers un centre du RUG. On a aujourd'hui des consultations en présentiel, comme par exemple à l'unité de suivi ambulatoire pour les pneumonies au HUG, mais dans d'autres centres aussi. On peut orienter vers une équipe mobile au domicile, donc Genève Médecins IMAD, qui peut se déplacer, ou pour les populations vulnérables, on peut aussi faire intervenir MSF, donc Médecins sans frontières. Le patient peut aussi être hospitalisé et on va parler un peu plus tard d'une filière assez particulière qui est la filière Covicare post-hospitalisation.
Les outils qu'on a à notre disposition sont donc la téléconsultation HUG Atome, qui est Docteur Atome pour les médecins de la ville, c'est REDCap pour l'accès et le partage des données sécurisées, et c'est aussi PRO Covid, donc c'est Patient Reported Outcomes, dont je vais parler un peu plus tard aussi. Comment se fait un suivi? Le patient, il se présente par exemple au secteur E ou à un centre où il est testé au domicile ou au cabinet de son médecin traitant. Il a l'option aujourd'hui, en tout cas au HUG, d'être suivi par un questionnaire s'il le souhaite, et ça on va en parler un peu plus tard, les Patient Reported Outcomes, mais par défaut, il a un suivi par téléphone chaque 2 jours. L'appel se fait, d'abord on a une évaluation donc, de la compréhension et de la mise en place des mesures d'isolement, ce qui est très très important pour nous, non seulement pour le patient mais pour les proches aussi. On renforce ce message et on donne aussi des informations pratiques comment le faire. Évaluation du niveau d'angoisse et de l'isolement social avec aussi des ressources à disposition. Donc c'est pas seulement être à l'écoute et venir en soutien à ces patients, mais vraiment leur donner des solutions et je pense que ça c'est très important. Et par la suite, on a aussi l'évaluation, bien sûr, des symptômes, des red flags cliniques et des critères de fragilité. Pour nous, les red flags cliniques sont un peu les mêmes qu'on a dans toutes ces filières de Covid-19, donc fièvre en aggravation, taux en aggravation, etc. Et les critères de fragilité, par contre, c'est vraiment l'environnement psychosocial. Donc, c'est ce côté d'angoisse, d'isolement ou de difficulté à gérer le quotidien qu'on souhaite aussi prendre en charge. Si on a des red flags, c'est une évaluation par téléconsultation et orientation par la suite. Si on n'a pas de red flag, mais on a quand même des critères de fragilité, c'est la téléconsultation et un suivi rapproché et aussi une orientation selon le critère de fragilité. Et si on n'a pas de red flag ni de critères de fragilité, c'est un suivi, donc, comme on avait déjà défini, chaque 2 jours, jusqu'à 10 jours minimum et 48 heures sans symptômes. Notre outil de documentation, donc c'est un outil de documentation donc de données sécurisées et de partage de données sécurisées. Notre outil de téléconsultation, c'est HUG Atome, Docteur Atome. Et puis l'outil de Patient Reported Outcomes, donc ça c'est une nouveauté aussi. Comme vous savez, il y a le projet PRO HUG, donc qui a été commencé pour les patients atteints de cancer qui sont traités au HUG. Et ça, donc c'est les patients qui peuvent rentrer leur info. Et puis, on peut recevoir des alertes selon les symptômes qu'ils décrivent. C'est-à-dire, et avec l'aide de la Fondation privée des HUG, on a pu avoir le projet PRO Covid, qui ressemble donc à PRO HUG, mais qui est vraiment pour les patients Covid positifs ou suspects. PRO Covid, le patient, il vient au secteur E, par exemple, il peut avoir accès au PRO depuis son téléphone. Chaque jour, il renseigne ses symptômes. Et puis, si on a des red flags cliniques selon des critères que nous, on a bien définis, on a l'alerte automatique qui part au médecin ou au corps médico-infirmier. Et par la suite, nous, on rappelle le patient pour une orientation. Si le patient ne renseigne pas le questionnaire et qu'il devait le faire, on a aussi des alertes pour pouvoir appeler le patient. Donc, les patients ne sont pas juste perdus de vue. À part donc le suivi normal qu'on fait pour les patients, le suivi rapproché pour les patients avec des critères de fragilité et des red flags avec l'orientation, aussi le suivi par Patient Reported Outcomes et le suivi donc des patients au domicile avec des équipes mobiles. On a aussi une filière assez spéciale de Covicare et ça rejoint un peu le message de protéger le stationnaire et c'est Covicare post-hospitalisation. Donc c'est un projet qui est né en collaboration avec les services de pneumologie, d'infectiologie, le SMPR et d'autres. L'idée c'est, et le SMIC bien sûr, mais l'idée c'est donc d'évaluer le patient sortant avec un retour à domicile envisagé, de vérifier d'abord s'il peut être suivi par son médecin traitant, et le cas échéant, il est suivi par son médecin traitant avec donc des recommandations qu'on peut partager avec le médecin traitant. Si le médecin traitant est indisponible, on a la filière Covicare post-hosp qui reprend le relais avec une évaluation, donc si le patient a besoin d'un suivi chaque jour ou d'un suivi un peu plus chaque 2 jours, et ça c'est selon les critères que vous voyez ici. Donc si le patient a un de ces critères-là, s'il a une fièvre, tachypnée, comorbidité ou un séjour aux soins intensifs, il va avoir le suivi intensifié, on va dire.
Sinon, donc s'il remplit aucun de ces critères, il aura son suivi normal. On appelle le patient le premier jour post-hospitalisation. Selon les critères, les mêmes critères, donc red flag, gravité et fragilité qu'on a dans Covicare tout court, on a l'avis médical, la téléconsultation ou consultation en présentiel, donc ça c'est des médecins qui se portent volontaires ou les équipes de jeunes médecins IMAD. Et puis, on va essayer donc d'éviter les réadmissions, mais bien sûr c'est une malheureusement c'est une des options. Sinon, si on arrive à éviter la réadmission, on rappelle le patient chaque jour jusqu'à ce qu'on ait un état stable ou d'amélioration.